Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil qu'on a beaucoup utilisé sur notre parcours, alors que ce soit en côtier, alors en transat un petit peu moins, mais bon, vous comprendrez pourquoi, c'est de notre émetteur-récepteur AIS. Alors l'émetteur-récepteur AIS, c'est comme son nom l'indique, automatique Identification System. C'est un système d'identification automatique, donc ça veut dire que c'est un outil qui va vous permettre d'identifier ou d'être identifié, d'identifier des navires ou vous-même d'être identifié, pour peu que l'outil soit récepteur et émetteur. Voilà. Si on a juste un récepteur, on va pouvoir identifier les navires autour de nous. Et si c'est un émetteur, en plus, on va pouvoir être identifié par des navires autour de nous. Alors vous allez avoir deux classes d'AIS en fait, les AIS classe A et classe B. Alors pour nous, bateaux de plaisance, on est sur du classe B. Classe A, ça concerne les bateaux qui font du transport ou bien du transport de passagers au-delà de 300 tonneaux et sur des voyages donc internationaux. Donc nous on sera sur de la classe B. Alors il y a une différence quand même entre les deux, c'est que sur de la classe A, vous allez avoir une puissance d'AIS autour des 25 watts, donc ça va porter entre 20 et 30 000 nautiques. Sur de la classe B, on va être sur une puissance moindre, on va être sur 2 watts, et là on va porter entre 5 et 10 000 en fonction des conditions. L'autre élément, c'est que quand je dis que ça porte, en fait, c'est l'information qui est portée par des ondes radio. Et le type d'onde qui est utilisé, c'est de la VHF, la même que celle qu'on a nous sur nos VHF. Ça veut dire aussi que le dispositif va nécessiter une antenne. Alors soit on a une antenne spécifique, alors ils font aussi des antennes AIS. Alors voilà. Nous, alors lorsqu'on veut une antenne spécifique, il faut qu'elle soit à plus d'un mètre, je crois, de l'autre antenne, de l'antenne de la VHF. Ça veut dire que il faut pouvoir installer les deux antennes. Alors sauf si vous avez un catch, c'est un petit peu compliqué d'avoir cette distance entre les deux antennes. Alors, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'avoir deux antennes, on va avoir un splitter, donc c'est un appareil qui va séparer la communication VHF vocale ou ASN de la communication de l'AIS. Alors l'AIS, il y a aussi un autre moment où on en entend parler, c'est pour les balises. Alors on peut avoir une PLB, qui est une sorte de petit hyperbe de balise satellite qu'on a sur le gilet. On peut aussi avoir une balise AIS qui va émettre un message AIS aux bateaux qui sont autour de nous et qui sont équipés d'un récepteur AIS. Alors, c'est un système d'identification, donc ça veut dire que ça va donner tout un tas d'informations à propos du bateau qu'on va voir apparaître sur l'écran, en sachant que on va voir apparaître des bateaux au maximum à 30 000, qui est la portée maximale d'une VHF. On n'est pas sur de très longues ondes, on reste sur de la VHF. Alors, ce que l'on va voir apparaître sur l'écran, on le verra tout à l'heure après sur la manière dont nous on l'utilise sur notre écran en bas. Ce qu'on va voir apparaître en premier, c'est la classe d'AIS. Est-ce que le bateau qui est en face, que vous voyez sur votre écran, il a une classe d'AIS A ou une classe B? Après, vous allez avoir son MMSI, ce qui va vous donner tout un tas d'informations sur déjà le pays d'origine du bateau. Ça veut dire aussi que lorsqu'on parle de MMSI, pour nous, pavillon français, on parle de l'ANFR, c'est-à-dire l'Agence nationale des fréquences. Donc le matériel AIS, il doit être enregistré sur le site de l'ANFR et il doit figurer sur votre licence. Avec tout votre matériel, la VHF, si vous avez
enfin la station VHF pour faire du vocal ou de l'ASN, ou DSC en français. Si vous avez un radar, si vous avez une EPIRB, tout ça, ça figure sur votre licence, et y compris l'AIS. Donc là, vous avez forcément un numéro à 9 chiffres qui correspond à votre MMSI. Vous allez avoir également le nom du navire, vous allez avoir sa nationalité, et puis son call sign par rapport à des appels VHF. Alors le MMSI que vous attribue l'ANFR, il est relié au bateau, hein, il est relié à la station de navire du bateau. Vous ne pouvez pas prendre votre VHF, la mettre sur un autre bateau et garder le même MMSI. C'est véritablement relié au bateau. MMSI, dans mon souvenir, c'est Maritime Mobile l'ES Service Identify, donc c'est vraiment un service d'identification maritime. Il est composé de 9 chiffres. Alors les 2 premiers chiffres, c'est ce qu'on appelle le MID. Les 3 premiers chiffres, c'est ce qu'on appelle le MID. Là, on va identifier globalement la nationalité du bateau, en sachant que en France, pour nous, c'est 227, hein, c'est l'Europe, et puis 2, c'est la France métropolitaine. Par exemple, ici en Martinique, c'est 347, parce que le 3, le premier chiffre, correspond à l'Amérique, et ça inclut la zone Caraïbe. Ensuite, si vous voyez un 1 en premier chiffre, là, vous êtes sur des aéronefs qui font des opérations SAR, Search and Rescue. Le 0, dans mon souvenir, c'était des groupes de stations de navires ou de stations à terre. Et puis voilà, et puis ensuite, ça reste le 2, 3, 4, 5, 6, tout ça, c'est en premier chiffre, c'est de la nationalité. Le 8, dans mon souvenir également, ça change. On est sur, par exemple, des balises, des EPIRB AIS, voilà, qui ont aussi un MMSI. Vous verrez également, avant le MID, c'est-à-dire avant les 3 premiers chiffres du groupe de 9 chiffres, tous les crosses ont un 00 avant. Voilà. Donc le 00 plus le MID plus les 6 chiffres. Alors vous allez avoir aussi son vendor ID. Vous allez avoir également des données dynamiques, son CPA par exemple, c'est Closest Point of Approach. Vous allez avoir son T CPA, le Time, Closest Point of Approach. Vous allez avoir sa longitude, sa latitude. En fait, il y a énormément d'informations qu'on va pouvoir récolter, et puis des données qui sont pour nous extrêmement intéressantes en termes de navigation. Outre sa latitude, sa longitude, parce qu'à part se reporter sur une carte, c'est un petit peu compliqué d'exploiter de manière très rapide cette donnée-là. Vous allez avoir son SOG, Speed Over Ground, c'est-à-dire sa vitesse sur le fond. Son COG, sa course over ground, c'est sa route fond. Donc ça pour nous c'est intéressant. Vous allez avoir son heading, c'est la direction vers laquelle il se dirige. Vous allez avoir également son bearing. Donc ça c'est très intéressant pour nous, parce que c'est ce qui va nous permettre de repérer si on est en route de collision ou pas avec ce bateau. Voilà. On verra aussi tout à l'heure comment nous l'exploite sur le bateau. Vous allez avoir également des informations qui va concerner la position du GPS sur le bateau, parce que l'AIS a besoin d'un GPS aussi pour fonctionner. Ça fait partie des informations qu'il va recueillir et transmettre, c'est-à-dire votre point GPS. Également en information, on a le range, c'est-à-dire la distance du bateau par rapport à nous. Et vous allez avoir également le type de navire qui est présent. Par exemple, nous, les bateaux, les voiliers, on est le numéro 36, c'est Sailing Vessel. On est des bateaux à voile. En 37, vous allez avoir les navires de plaisance. En 30, dans mon souvenir, comme ça,
ce sont plutôt les bateaux de pêche. Voilà. Après vous avez les tankers, c'est 80 je crois, les navires de passagers. C'est intéressant parce que on peut savoir exactement quel type de bateau on a, et on a également la taille et la longueur et la largeur du bateau. Alors ça c'est dans l'idéal. Nous on a souvent remarqué en l'utilisant que certaines données étaient manquantes. Alors ce qui est manquant souvent c'est la longueur, la largeur du bateau, le type de bateau. Par contre son bearing, enfin son angle par rapport à vous, sa vitesse, etc. C'est souvent moins manquant en fait, voilà. Mais ça reste assez complet quand même, hein. À l'utilisation c'est suffisamment complet pour qu'on puisse s'appuyer dessus en navigation. Il n'y a pas que quand vous allez regarder votre écran AIS et que vous allez repérer les autres bateaux. Alors le bateau, votre bateau, lui, il est signalé au centre de l'écran par un triangle. Et donc les autres triangles que vous allez voir, ça va être les autres bateaux. Mais il n'y a pas que des triangles en fait. Il n'y a pas que des bateaux, il n'y a pas que des stations bateaux qui vont émettre un signal AIS. Vous aurez également un triangle barré lorsque le signal bateau est perdu. Outre les navires, le signal AIS peut être envoyé par une station à terre, par exemple. Ça peut être envoyé par des aides à la navigation, à tonnes. Alors là, vous aurez souvent un rond avec une croix au milieu. Mais vous allez avoir également toutes les opérations SAR, Search and Rescue, ce sont toutes les opérations de recherche et de secours en mer qui peuvent envoyer un signal AIS. Et puis vous aurez aussi des waypoints qui ont été mis sur l'écran. Lorsque vous avez une VHF ASN et qu'elle est couplée à votre émetteur-récepteur AIS, dans la réglementation, tout ce qui est aspect pyrotechnie, les fusées, fusées parachutes, etc. Bon, la réglementation autorise une dotation un peu plus light au niveau de toute la pyrotechnique. Bon, après ça c'est à l'appréciation de chacun. Je ne sais pas si d'être forcément plus light c'est forcément mieux, parce que avoir 3 feux à main, ça dure pas longtemps, ou avoir 3 fusées, ça dure pas longtemps. Bon, voilà, c'est un peu plus light pour ceux qui veulent faire des économies. ça peut être pas mal, mais moi je suis pas convaincu que de toujours tirer au minimum la sécurité ce soit forcément une bonne chose, et ce qui fait faire des petites économies à un moment donné peut coûter très cher à la fin. Bon, ça c'est à l'appréciation de chacun. Moi je reste plutôt sécure sur ce genre de choses. Alors voici le panneau, on va dire, de communication d'Ikigai. Donc on voit là ici notre VHF, l'AIS. Alors les deux sont couplés, hein. Donc la VHF nous donne aussi notre point GPS ici. Alors nous, ce qu'on a fait sur Ikigai, c'est qu'on a marqué notre MMSI, notre call sign juste en dessous, écrit en gros, parce que pour des personnes qui auraient besoin de lunettes et qui ont besoin de donner ces informations alors qu'elles n'ont pas les lunettes sur les yeux, bah, c'est bien que ce soit écrit en gros. Pour mémoire, on a écrit également en alphabet international India Kilo India Golf Alpha India, ça c'est Ikigai. Et puis moi j'aime bien avoir le numéro de téléphone, le MMSI du cross greené, qui pour nous le cross principal, hein, pour nous je veux dire pavillon français, avec son mail. Et puis également j'aime bien avoir ici toutes les coordonnées de la téléconsultation Purpan. Donc c'est-à-dire le service hospitalier qui va s'occuper des marins. Voilà, donc la VHF, et puis ici notre écran AIS. Alors lorsqu'on l'allume, il va rechercher la position des satellites, il va se connecter au satellite et il va nous afficher là l'ensemble des bateaux qui ont actuellement leur AIS d'allumé. Donc nous on est le point au centre ici, et puis on a l'ensemble des bateaux. Alors ce qu'on peut faire, c'est augmenter ou diminuer. Donc là on va le mettre au maximum
Là ici on a 24 000 nautiques, donc ça veut dire que le cercle de recherche 24 000 nautiques, et puis on peut le réduire de plus en plus. Donc là on est à 3000, c'est-à-dire que là il va rechercher des bateaux qui sont dans un rayon de 3000 nautiques. Voilà, en haut on a CPA, donc Closest Point of Approach, et puis Time CPA, T c'est le time du CPA. Lorsqu'on va, alors ce que l'on va faire c'est déjà d'entrer dans le menu. Voilà. Alors dans le menu on a tout un tas d'informations qui sont très intéressantes. Souvent l'AIS est sous-exploité sur les bateaux. Alors la première chose que vous allez pouvoir choisir, c'est qu'est-ce que vous voulez mettre vers le haut. C'est est-ce que vous mettez le nord ou est-ce que vous mettez votre direction. Alors nous on a mis notre direction. Donc si on repart ici, notre bateau est au milieu et là-bas c'est vers où on va. Voilà. Je trouve que c'est plus pratique. Après, chacun fait un peu comme il veut, mais vous pouvez mettre aussi le nord. C'est pareil sur les plotters, les chart plotters, les écrans où vous avez la cartographie. On peut aussi choisir ça. Donc ici, le CPA et le TCPA, ça aussi vous allez pouvoir le choisir. C'est-à-dire que là, le CPA pour nous, il est réglé à 6000 nautiques et le time, il est réglé à 60. On a enlevé l'alarme parce que lorsque vous êtes dans des zones où il y a beaucoup de bateaux, ça n'arrête pas de biper. Et après, c'est un peu compliqué. D'autant plus que nous, l'AIS, il est à l'intérieur. Je dis nous, mais la plupart des bateaux, il est à l'intérieur. Donc après, vous êtes sur le pont, il faut descendre. Ça devient vite assez contraignant. Autre élément, les messages que l'on va recevoir au niveau du log. Donc après, mettons celui-ci qui a été reçu le 29 octobre. Si j'entre dedans, c'était un test qui m'a été envoyé par cette station MMSI. Hop, on va reculer. Alors, vous pouvez placer des waypoints. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les données statiques du propriétaire. On static, ça sont nos données statiques. Alors, c'est pas mal de savoir qu'on les retrouve là, parce que des fois, on court après le MMSI, on court après, pas après son nom, mais on peut courir après son call sign. Vous l'avez dans vos données, et puis également l'emplacement de votre antenne GPS, vous l'avez là, et le type de bateau aussi, vous l'avez là. Ça, c'est un élément que vous devez rentrer vous. Ce que j'ai pas précisé, c'est que vous devez également entrer votre MMSI. Le MMSI, il n'est pas mis en place directement par le constructeur, évidemment. Voilà. Alors, on va reculer. Donc, les on statiques, ça c'est intéressant. Ensuite, les dynamiques, ça c'est ce qu'on va utiliser. Donc, la latitude, la longitude, la vitesse. Alors, on va revenir en arrière et on va réduire ici à 1000. Et vous voyez, si je bouge là, hop, je vais choisir un bateau en fait. Voilà, mettons, si je choisis celui-ci. Alors j'ai un reflet là sur l'écran. Voilà. Donc j'ai choisi ce bateau-là. Et je vais entrer et il va me donner toutes les indications par rapport à ce bateau. Donc c'est un classe B, c'est normal, hein. Ici on est au mouillage, on est à Arlébourg en Martinique. Bon au mouillage on n'a pas un cargo, hein. On n'a pas quelque chose, on n'a pas un bateau qui fait plus de 300 tonneaux, donc ça reste un classe B. J'ai son MMSI, je vois que ça commence par 2, donc je sais que globalement c'est un européen. J'ai son nom. Vous voyez, on n'est pas 227, on est à 211, c'est un allemand. J'ai son call sign par rapport à la VHF. Alors selon comment le bateau bouge, j'ai un peu des reflets sur l'écran. Hop, on va descendre. Le vendor, le CPA, le TCPA, sa longitude, sa latitude, sa vitesse, 0 de nœud, c'est qu'il est au mouillage. Globalement, quand on a des chiffres très bas comme ça, c'est des bateaux qui sont soit au mouillage, soit en attente. Nous, on a vu ça à Gibraltar, des bateaux qui bougeaient pas, mais c'était plutôt des cargos qui étaient en attente pour entrer dans un port ou autre où ils attendaient un pilote. Le COG,
Donc ça, c'est sa route course overground. Son heading, donc bah là, il n'est pas indiqué. Parce que forcément, il est à l'arrêt. Le range, ça, c'est sa distance par rapport à nous. Il est à 0,5000. Et puis son bearing, ça, c'est son angle par rapport à nous. Alors le bearing, nous intéresse en navigation parce que c'est ce qui va déterminer si on est en route de collision ou pas. Voilà, un bearing qui ne change pas, bon bah on est en route de collision. Un bearing qui change, on n'est pas en route de collision. Et parfois, on le voit changer, mais on a l'impression qu'il ne change pas lorsqu'on a le bateau en visuel. Mais bon, si le bearing change, c'est qu'on n'est pas en route de collision. Ensuite, j'ai sa longueur, j'ai son beam, c'est-à-dire sa largeur. Donc c'est un bateau de 13 mètres qui fait 4 mètres de large. Et c'est 36, c'est un sailing vessel. Alors moi, je vous encourage à noter ces informations parce que, bon, déjà, je suis pas un parano du traçage, donc je pense pas que ça intéresse grand monde de savoir si je suis un bateau à voile ou un bateau pour le plaisir. Et par contre, pour les autres usagers, lorsqu'ils vous ont sur l'écran, ça peut être important pour eux de savoir s'ils ont affaire à un bateau moteur ou à un bateau à voile. Voilà. Donc là, on va repartir en arrière. Donc c'était les informations par rapport à ce bateau-là. Je vais retourner dans le menu. Donc ça, ce sont les informations dynamiques, c'est-à-dire informations qui bougent en temps réel. Nous, sur Ikigai, on a créé une matrice, un document qui nous permet d'exploiter toutes ces données en temps réel et avec plusieurs bateaux en simultané, parce que parfois, les bateaux qui sont en risque de collision, ils ne sont pas en risque de collision, juste, il n'y a pas juste un seul bateau. Il peut y avoir 2-3 bateaux, on en a un devant, un sur le côté, un peu à l'arrière. Donc c'est pas mal de pouvoir les suivre en simultané sans se mélanger sur les données, parce que vous avez vu quand même que il faut quand même aller piocher l'information, monter, descendre, etc. Ça peut prendre un petit peu de temps. On est entré là dans la recherche de navires. Voilà, je vais revenir un peu plus comme ça. En allant choisir des bateaux, en faisant bouger le petit carré. Il y a un autre moyen aussi d'aller chercher l'information, c'est d'être sur le display mode. Et là, on a la liste de tous les bateaux autour de nous, avec le range, c'est-à-dire la distance, et le bearing, c'est-à-dire l'angle par rapport où on va le trouver. Donc là, on va le trouver, lui, au 149 degrés, avec un compas de relèvement, et on sait qu'il est le windward à 0,1 mille nautiques. Après, si je fais entrer, on retrouve les mêmes fonctionnalités tout à l'heure, c'est-à-dire que on a tout le détail. On sait UK, bon voilà, c'est un anglais, et on a tous les détails du bateau. C'est aussi un bateau à voile. Alors, ça sont tous les bateaux qui sont autour de nous. Si je rebipe dessus, je vais avoir la danger list, c'est-à-dire tous les bateaux. Rappelez-vous, on a pu paramétrer le CPA et le TCPA. C'est ceux qui sont à l'intérieur des zones de sécurité. Nous, on a dit tout ce qui est en dessous de 6000 nautiques, c'est dangereux pour nous. Et tout ce qui est à moins de 60 minutes de temps, c'est dangereux pour nous. Donc on va les avoir ici, et de la même manière je peux sélectionner celui-ci, le Blue Note. Si je rentre, bon bah voilà, j'ai son MMSI, etc. Souvent on utilise celui-ci, hein, mais c'est bien de savoir qu'on peut utiliser l'autre. Un autre élément qui n'est pas forcément beaucoup exploité, c'est que vous pouvez, sur la base de l'AIS appareil, envoyer un message en ASN à un autre bateau. Si je vais sélectionner ici celui-ci, je peux utiliser la fonction DSC à partir du moment où mon AIS et ma VHF sont couplés. Je vais pouvoir lui envoyer un message en ASN, c'est-à-dire sur le canal 70, pour lui indiquer sur quel canal vocal j'ai envie de communiquer avec lui. Ce qui évite d'aller chercher, d'aller taper les MMSI.
Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite et on envoie comme ça un message spécifique à un bateau spécifique en disant voilà, on va communiquer sur tel canal. Donc l'AIS, je vous encourage à regarder les manuels qui sont livrés avec les appareils et qui vous décrivent l'ensemble des fonctionnalités et puis la manière de s'en servir. C'est important de lire les manuels, c'est important de conserver les manuels et véritablement, je vous encourage très très fortement à aller explorer l'ensemble des possibles avec cet appareil parce que c'est un appareil, lorsque je discute avec d'autres plaisanciers, qui est souvent sous-exploité. Alors je sais pas pourquoi, alors peut-être que vous de votre côté vous avez déjà fait la démarche de l'exploiter, mais voilà, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Souvent on dit AIS ou radar, mais très souvent on a du matériel que déjà on n'exploite pas. Avant d'aller en chercher du nouveau, c'est bien d'utiliser à fond ce qu'on a. Alors on pourrait encore parler plusieurs heures sur l'AIS. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'exercices à faire. Nous, on s'en sert beaucoup. On a d'autres instruments, mais celui-là, on s'en sert vraiment beaucoup. Il nous a servi pour contacter des personnes alors qu'on n'avait absolument rien d'autre. Ça nous a servi aussi pour être identifié à des stations à terre lorsque en partant des Canaries, on a vu de la pyrotechnie, c'est-à-dire des fusées de détresse. Quand on a contacté les stations à terre, tout de suite ils ont eu tout un tas d'informations grâce à notre AIS. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est vraiment sympa, qui est bien utile. Voilà, là j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On pourra en parler beaucoup plus, mais là c'est une première approche sur l'AIS. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.